bonjour, on va intervenir à deux voix. Donc, je suis Michèle Lenoir-Salfetti, la directrice générale de l'Agence nationale du DPC. Moi, je vais faire un petit mot d'intro. Je ne peux pas m'en empêcher par rapport à la thématique de la journée, puisqu'en fait, on n'a pas qu'une seule vie professionnelle. Certains le savent dans cette salle. Et lorsque j'étais à la DGOS, donc sous-directrice des ressources humaines du système de santé, j'ai été, et je l'affirme, malgré les difficultés qu'il y a là, j'ai été la maman de la mesure de la loi de santé sur les infirmières en pratique avancée. J'ai vécu tous ces moments, rapport Hénard, Berland, 2012, sur les métiers intermédiaires, le plan cancer, où étaient préconisés des infirmiers cliniciens en cancérologie. Je suis, pour ma part, réjouie d'avoir introduit cette disposition dans le Code de la santé et que maintenant un décret puisse... il y a eu un décret qui a commencé à poser les lignes et je souhaite qu'il aboutisse. C'est par rapport aux besoins de prise en charge du patient et aux problématiques que rencontre aujourd'hui le système de santé, une avancée majeure que cette création, qui existe d'ailleurs, j'imagine que ça sera discuté cet après-midi, largement à l'international, et notamment au Canada et aux États-Unis. Voilà. Bon, comme je ne serai pas là cet après-midi, je l'ai dit, je suis ravie d'intervenir dans ce contexte parmi vous. Alors, on va vous parler DPC, puisque vous êtes là quand même aussi les représentants du DPC universitaire, à deux voix. Donc, Christiane Chevillard, qui est directrice qualité et développement du DPC à l'agence, sur quelques données et problématiques qu'on peut rencontrer en termes de qualité. Et puis, je reviendrai sur les axes de développement du DPC, tels qu'ils ont été arrêtés avec le Haut Conseil, dont fait d'ailleurs partie Patrick Didier. Et c'est important de voir ce qu'on travaille, y compris pour bien caler l'offre de DPC. Donc, Christiane. Alors, j'espère que la technique va fonctionner. Donc, l'idée, c'est de faire une focale sur le DPC aujourd'hui, tel qu'il est proposé aux professionnels de santé et tel qu'il va accompagner le dispositif de DPC avec le sens que ça a. Vous entendez pas? Si, ah bon, avec le sens amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Voilà. Donc je pense que les données chiffrées que je vais dérouler sont effectivement des éléments qui vont pouvoir concourir à aborder l'aspect du DPC tel qu'il est aujourd'hui et les problématiques aussi qu'on peut rencontrer et que vous rencontrez certainement dans le cadre de ce qui est proposé. Alors, quelques chiffres clés. Un budget, puisque DPC, on est aussi sur des financements. Donc, un budget pour le financement du DPC, tout confondu, donc 173, un petit peu plus de 173 millions. Et c'est essentiellement du financement pour les professionnels libéraux, puisque toutes les données chiffrées que vous allez avoir pour certaines ne sont effectivement qu'axées que sur les données libérales que nous avons. Nous sommes un peu lobotomisés, puisque tout ce qui se passe au niveau des établissements et des salariés, nous n'avons pas forcément toujours les données chiffrées. Puisque ce sont des libéraux, nous avons des comptes personnels créés par les professionnels de santé. Donc nous avons presque 300 000 comptes créés par les professionnels de santé au niveau du DPC. Vous allez dire, c'est peut-être pas énorme quand on sait qu'il y a un peu plus d'1,7 million de professionnels de santé, mais c'est déjà un début. Ça veut dire que ça rentre, que ça s'instaure, que ça s'installe. Il nous paraissait intéressant d'aborder aussi le nombre d'organismes de DPC, puisqu'on est aujourd'hui dans ce schéma-là. Donc, un peu plus de 2000 organismes se sont positionnés pour faire de l'offre de DPC. Et j'ai fait une petite focale sur les universités. Et donc, 33 universités sont enregistrées aujourd'hui comme organismes de DPC. Alors, il y a quelques universités qui ne se sont pas positionnées. Bon, pourquoi? Ce sera peut-être intéressant après de savoir. Aujourd'hui, l'offre, donc 2017, nous avons eu un peu plus de 15 000 actions de DPC
publiés, donc accessibles et disponibles sur le site de l'agence, et dont 520 publiés par les universités. Donc on voit le rapport qu'il y a par rapport à ça. Nous avons pu enregistrer, alors, un peu plus de 184 000 inscriptions à une action de DPC, mais alors là, on est bien effectivement inscriptions par des professionnels libéraux, selon les professions que nous avons listées, et qui sont les 10 professions, dont médecins, pharmaciens, infirmiers, et qui ont... Voilà. Donc, pour les autres professionnels qui travaillent dans d'autres secteurs, nous n'avons pas les données chiffrées, ce qui pose parfois d'autres problématiques. Et vous voyez un peu plus de 2000 inscriptions pour des actions proposées par les universités. Et nous avons 140 000 professionnels qui se sont véritablement inscrits, puisque certains font plusieurs DPC, et c'est ce qui fait effectivement cette différence. Alors, il nous paraissait intéressant de vous donner un peu la configuration des actions. Parce que, on parle DPC, on parle format. Vous savez que, on est dans le présentiel, le non présentiel, le mixte. Ce sont des modalités pédagogiques qui sont proposées aussi derrière. Et donc, ça paraît intéressant de vous donner, le chiffre global. Donc, en présentiel, c'est essentiellement 65%. Donc, on a essentiellement de les actions qui sont proposées en présentiel. Et vous avez, effectivement aussi les actions proposées par les universités, donc un petit peu plus que la moyenne, 75%. Bon. Le non présentiel, donc tout ce qui est nouvelles technologies, formation e-learning à distance, serious game, on n'en a pas beaucoup, mais simulation, consultation simulée, c'est 7,2% en règle générale. Au niveau des universités, c'est 1,5% de ce qui est déposé. Et ce que nous appelons mix, c'est un mélange donc de formation présentielle et non présentielle, et qui donne un pourcentage quand même intéressant qui est 27% pour la moyenne et un peu moins pour les universités, 23%. Un peu moins ça. Alors, ce qui paraissait intéressant aussi d'apporter comme éclairage, c'est la nature des types d'actions proposées. La formation continue, et là, ça rejoint un peu la logique présentielle, formation continue, on est en salle, on écoute, on a un savoir. C'est plus de 57% des actions qui sont proposées aujourd'hui, un peu moins pour les universités. Il y a aussi des actions de gestion des risques, et ça, je fais référence à la définition du dispositif DPC, qui doit être une combinaison de formation continue, analyse des pratiques et ou gestion des risques. Donc, gestion des risques, nous avons très très peu d'actions qui concernent en fait la gestion des risques, et nous n'avons repéré aucune action déposée par les universités concernant des dispositifs de gestion des risques. L'évaluation des pratiques professionnelles, ça représente 7% du paysage des actions proposées, et seulement 2,5% pour les actions universitaires. Et nous avons des programmes intégrés. Et là, nous voyons qu'il y a une tendance plus forte au niveau des universités de déposer des actions intégrées, c'est-à-dire véritablement de l'apport de connaissances, de l'analyse de pratique, ce qui paraît effectivement être une formule qui est intéressante et peut-être à développer, ou tout du moins à retravailler si c'est une formule qui convient aux professionnels. Alors, ça, c'était les données chiffrées de 2017, et lorsque nous avons fait le bilan 2017, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y avait des ajustements à faire, et peut-être que l'offre proposée n'était peut-être pas tout à fait en adéquation avec les orientations nationales prioritaires, puisque le DPC, ce n'est pas, mais Michel en parlera après, ce n'est pas la formation continue, ce n'est pas non plus la formation initiale. C'est quelque chose qui s'inscrit dans cette continuum formation initiale, formation continue, mais qui est aussi en lien avec des orientations prioritaires nationales qui sont définies par arrêté et qui amènent à cibler les actions et le périmètre de ce qui va être proposé aux professionnels. Bon, vous les connaissez, ces orientations prioritaires, et ce qui amène forcément à recibler les actions proposées et avoir un dispositif qui amène à la publication ou la non-publication des actions ou des échanges avec les professionnels que vous êtes pour recibler ces actions. Donc, pour l'année 2018,
Je vous donne quelques données chiffrées donc, sur le premier trimestre, puisque janvier, février, mars. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 10 000 actions qui sont déposées sur le site de l'agence et proposées aux professionnels. Proposées pour les professionnels. Sur ces 10 000 actions, 8 248 ont été publiées. Alors, vous les proposez dans un premier temps. Je rappelle que nous avions mis en place en 2017 un dispositif précisant que dans un premier temps, les actions étaient proposées. Il y a un premier niveau de contrôle pour s'assurer d'une cohérence entre les orientations, le résumé de l'action et les professionnels à qui sont proposées ces actions. Et si il y a une cohérence dans ce qui est proposé, l'action est ensuite publiée sur le site, accessible, et cela permet aux professionnels de pouvoir s'inscrire. Un certain nombre d'actions de ce fait ne sont pas publiées et d'autres sont en discussion entre vous et nous, dans la mesure où il y a parfois des ajustements, parfois des incohérences, et de pouvoir effectivement être dans une optique de publication en lien toujours avec les orientations nationales prioritaires. Donc 8 248 actions publiées. Nous n'en avons pas publié 1280 à ce jour dans le cadre du premier niveau, essentiellement parce qu'elles ne rentrent pas et ça ne permet pas d'être dans le périmètre des orientations nationales prioritaires pour un certain nombre de publics où elles ne sont vraiment pas dans ces orientations. Alors on a renforcé, nous avons eu quelques critiques et quelques discussions avec un certain nombre de professionnels en disant mais l'année dernière vous les aviez acceptés, cette année vous ne les acceptez pas. L'année dernière, nous étions montés en charge du dispositif et un bon nombre d'actions ne sont pas passées, entre guillemets, par le SAS, puisque ce premier niveau de contrôle avait été mis en place mi-d'année 2017. Et donc, de ce fait, il y a un certain nombre de réajustements par rapport aux orientations. Mais nous sommes toujours dans l'échange pour pouvoir apporter un éclairage. Bon, nous avons eu une forte montée en charge de dépôt d'actions en fin d'année, décembre, janvier, février, puisque nous avions par jour à peu près 500 à 600 actions déposées, ce qui a amené un phénomène d'engorgement et qui nous a amené à décaler dans le temps les discussions et les accords de publication des actions, puisque à un moment donné, nous étions sur plus de 2000 actions à regarder. Aujourd'hui, nous en avons 600 qui sont à peu près en attente de publication et de discussion. Alors, les principales difficultés rencontrées, j'en ai déjà un petit peu parlé, les orientations pas toujours bien maîtrisées. C'est effectivement, on parlait tout à l'heure de langage commun. Parfois, nous n'avons pas forcément la même définition tout à fait des orientations, ce qui amène des échanges et des discussions pour qu'on recible bien le périmètre qui est attendu. Nous avons régulièrement des actions, et ça, j'attire votre attention sur le fait qu'il est important de cibler le public pour lequel sont proposées les actions et pour lequel, effectivement, il y a une orientation prioritaire. Si le public est mal ciblé, et nous sommes amenés à avoir des échanges avec vous pour pouvoir dire non, c'est pas que le public ne peut pas suivre ces actions, mais il ne rentre pas, il n'a pas d'orientation prioritaire qui nous permet de pouvoir, entre guillemets, l'accepter. Voilà, alors, parfois, il y a une orientation prioritaire, mais c'est absurde. Enfin, je cite 2-3 histoires de chasse et de temps en temps, il y en a plus qu'on imagine. Les soins palliatifs en EHPAD proposés aux auxiliaires de puère, ça n'a aucun sens. C'est un des exemples, mais on le voit. Le développement de l'enfant, les 3000 premiers jours au gériatre, ça n'a aucun sens, même s'il y a une orientation globale sur la prise en charge de l'enfant. Tout enfant est certes un futur vieillard, mais on comprend bien que ce n'est pas le gériatre qui est en première ligne de la prise en charge, et l'idée est bien de proposer au public qui prennent en charge, et pas de façon globale, des fois que ça intéresserait d'avoir une focale sur ce thème. Voilà, bon, on est bien, c'est pour ça que je reprécisais que ce n'est pas de la formation continue, on est bien sur un autre périmètre, ça rentre dans la formation, le continuum, mais on est bien sur un périmètre ciblé, et c'est parfois quelque chose qui est difficile à comprendre parce que
puisque Michel vient de parler d'une histoire de chasse, moi je vais aborder une formation qui revient régulièrement et qui amène des discussions. C'est sur la néonate, la prise en charge du nouveau-né et dans les dispositifs pédagogiques de simulation. Donc c'est vrai que le nouveau-né et la prise en charge, c'est le pédiatre, c'est le gynécologue. On nous propose aussi les infirmiers, les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture, les aides-soignants, les médecins. Et lorsque l'on regarde au niveau des orientations, nous ne pouvons pas accepter pour l'ensemble des professionnels ce type d'action, alors qu'elle a du sens complètement. Puisqu'on parlait de l'interprofessionnalité, elle a complètement son sens. Mais aujourd'hui, les orientations ne permettent pas d'être validantes DPC pour les auxiliaires de puériculture, pour les aides-soignantes, pour les infirmières, les sages-femmes, parce qu'il n'y a pas d'orientation prioritaire concernant la prise en charge du nouveau-né. Voilà. Bon. Et donc, ça amène parfois des discussions un peu complexes et d'incompréhension parce que, certes, ça a du sens, mais on est sur véritablement une orientation ciblée. Alors, aussi sur les modes d'exercice, nous avons régulièrement des actions proposées pour des professionnels libéraux et nous voyons arriver les pharmaciens hospitaliers, par exemple, donc, ou les pharmaciens répartiteurs. Je prends cet exemple-là parce que c'est assez régulièrement que nous avons ce type de public large et qui ne correspond pas du tout au public qui est concerné au départ. Donc soit on est de l'officine, soit on est de l'hospitalier, mais on n'est pas les deux. Et souvent le contenu s'adresse plutôt à une population qu'à une autre. Et donc il faut aussi que nous puissions apporter une offre de qualité aux professionnels et que quand ils font un moteur de recherche, quand ils vont chercher une action de formation sur le site, qu'ils puissent trouver quelque chose qui soit correspondant à leurs attentes et non pas quelque chose qui est alors je vais dire un boogie-boulga, même si ça ne se dit pas, qui amène à dire, eh bien, on a plus de 1000 actions. Ah bah oui, on a 1000 actions qui concernent notre profession. Et au final, quand on regarde bien, quand ils regardent bien, ils vont retrouver peut-être que 5 ou 10 actions qui sont vraiment ciblées sur leur profession et leur public. Ça, je crois que c'est un point sur lequel il faut insister. Moi, j'ai des professionnels qui m'appellent. Des professionnels hospitalo-universitaires, des jeunes professionnels, des chefs de clinique, etc., qui vont sur notre site pour regarder les actions de leur spécialité et qui disent c'est une ressucée de la formation initiale. Je n'ai aucune... Il n'y a rien de plus que ce que j'ai vu en long, en large, en travers. Et attention, le DPC, notamment sa partie cognitive, la partie EPP, la partie cognitive, c'est un plus, et on en reparlera par rapport à la formation initiale. Si c'est reprendre des bases, on a des actions, là aussi, ça a l'air caricatural, mais c'est réel. J'ai eu la dermato pour les nuls, ça s'appelait comme ça. Et le public ciblé, c'était les dermatologues, ils ont un DES de dermato. On apprend à des dermatologues, c'est le même organisme, à prendre en charge l'acné. Il y a un moment, les professionnels ne se retrouvent pas dans l'offre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, évidemment, d'une offre infiniment plus structurante pour l'amélioration de leur pratique, quelle que soit d'ailleurs la modalité d'intervention que propose l'organisme. Voilà, donc sur les contenus, quelques mots, on vient déjà d'en dire un petit peu. Nous avons encore des actions qui portent sur des pratiques, alors bon, il y a le sigle, pratiques non conventionnelles, mais celle-ci ne passe pas. Effectivement, on est parti sur l'optique que ce n'était pas dans le périmètre du DPC. Nous l'avons annoncé, nous l'avons écrit. Nous l'avons réécrit dans le cadre d'un guide d'aide à la publication des actions, que je vous invite par ailleurs à regarder si vous avez quelques interrogations sur les modalités de dépôt des actions et le périmètre attendu. Et puis, un certain nombre de techniques, d'actions proposant des techniques qui ne sont pas encore validées, nous sont proposées. Et là, il y a bien évidemment des échanges avec les professionnels des commissions scientifiques, souvent, pour avoir un éclairage et savoir si ça rentre dans les orientations, si c'est une technique éprouvée scientifiquement et si elle peut être proposée dans le cadre du DPC.
Je crois que ça, c'était important de pouvoir le dire. Et donc, on vous alerte sur le fait d'avoir des actions qui soient ciblées sur le public, que le contenu soit... alors, je ne vais pas dire... il ne faut pas que ça soit de la formation initiale, parce que ce n'est pas ce qu'attendent forcément les professionnels. Ils attendent d'avoir des informations qui soient d'actualité. On a encore des actions qui sont proposées avec de la bibliographie d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ça, je crois que les membres des commissions scientifiques pourraient le dire. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de se dire il faut qu'on ait une offre pour que le DPC vive et que le DPC ait sa place et qu'il soit reconnu. Il faut qu'il y ait une offre qui soit adaptée aux besoins des professionnels dans le cadre de leur exercice, dans le cadre de l'innovation technologique et les innovations médicales, et que ça puisse leur apporter un plus. Il y a certains professionnels qui aujourd'hui sont dans une optique de dire j'ai suivi une action, ça ne m'a rien apporté. Voilà, j'ai reçu dernièrement un message d'un professionnel qui avait suivi une action dans le cadre d'une formation médicale, qui dit moi ça ne m'a rien apporté, je ne sais même pas ce que je vais en faire, j'ai perdu 2 jours. Voilà. On a aussi ces premiers retours. Donc là, c'était juste, je ne vais pas m'éterniser puisqu'on en a un peu parlé, sur la publication des actions, j'en ai évoqué. Quand vous publiez une action, quand vous proposez une action, on a bien la publication qui se fait selon un modèle que je viens d'évoquer. Donc on regarde en premier niveau de contrôle, et ça ce ne sont pas les niveaux de contrôle des commissions scientifiques qui vont aller regarder le caractère scientifique. Là on est vraiment sur la fiche action, c'est ce qui est proposé et qui va apparaître sur le site de l'agence. C'est-à-dire que c'est sur cette fiche-là, cette première partie, que le professionnel va fonder son besoin ou son désir de suivre l'action, de ne pas la suivre. Donc on regarde si c'est bien dans le cadre de l'exercice réglementaire des professionnels, si ça répond aux orientations professionnelles, et bien évidemment que ce soit des actions qui soient scientifiquement prouvées et accompagnées. Donc on élimine un certain nombre d'actions qui ne sont pas scientifiquement prouvées. La mise en ligne se fait dans un deuxième temps, donc vous avez après la nécessité de déposer la partie scientifique pour que ça soit publié, et ensuite, l'action sera rentrée dans un processus sur l'année d'échantillonnage et d'évaluation par les commissions scientifiques indépendantes correspondant au public que vous avez ciblé. Si vous avez ciblé que des médecins, ce sera la commission scientifique médicale. S'il y a de nombreux professionnels, ça sera la commission scientifique interprofessionnelle. Et si ensuite on est plus ciblé sur les professions paramédicales, à ce moment-là, ça sera la commission scientifique des paramédicaux. Nous avons ensuite le rejet. Donc là, c'est lorsque nous ne sommes pas sur quelque chose qui rentre dans les orientations. Et ce que j'expliquais, on peut vous dire on suspend l'action, et quand elle est suspendue, c'est pour que vous ayez les possibilités d'ajuster la proposition réalisée. Je parlais de l'offre de qualité et le fait que nous avons des premiers retours des professionnels de santé sur la qualité des offres proposées. Et à ce titre, nous avons mis signalement. En fait, c'est surtout signalement des événements indésirables qui peuvent se produire dans le cadre d'une action proposée. Et donc, nous mettons en place ce dispositif. Donc là, vous verrez, ça c'est ce qui va apparaître sur notre site. À partir de début avril, tout professionnel pourra réagir, nous interpeller sur une action de DPC qui l'aurait suivi et qui aurait pu faire l'objet ou d'une insuffisance scientifique, parce que, là je passe vite, ou d'une insuffisance scientifique, ou d'une problématique financière avec quelque chose qui puisse lui poser question, des pratiques inappropriées éventuellement par l'organisme ou par le formateur, et puis de la promotion bien évidemment d'offres commerciales, parce que l'on sait qu'il peut y avoir encore ce type d'approche, et tout autre comportement ou toute anomalie qu'il voudrait signaler. Donc ça sera mis à disposition début avril pour l'ensemble des professionnels qui suivent les actions, et ainsi que pour tout professionnel qui voudrait signaler quelque chose sur une action ou sur un organisme, professionnel ou personne.
Voilà globalement sur 2017 ce que je voulais partager avec vous. Et puis les axes de développement 2018, je vais les faire faire. C'est Madame Lenoir qui va vous en parler. Voilà, je vais aller vite parce qu'on est bavard. Donc axes de travail. Donc ce sont des axes de travail qui ont été retenus avec le Haut Conseil du DPC qui réunit l'ensemble des parties prenantes, hein, comme on dit. Des professions de santé. Ces axes de travail, quels en sont les objectifs? C'est au fond permettre aux organismes de DPC de déposer des actions plus pertinentes pour les professionnels et d'accompagner un certain nombre de transformations. Christiane vous a fait une photo, hein, n'est pas complètement aujourd'hui proposée. Donc les perspectives de développement qui ont été retenues, puis je vais dire un mot rapide sur chaque. Expérience patient, dynamique interprofessionnelle, stratégie d'apprentissage innovante, évolution civique et techno, et puis je m'arrêterai sur une dont on a déjà discuté, l'accompagnement des transitions de carrière. Premier axe de développement, intégrer la place du patient dans l'offre de DPC. C'est quelque chose qu'on voit fortement à l'international, qui commence à se mettre en place en formation initiale. Il faut absolument qu'on puisse proposer aux organismes de DPC ce type de choses, de 3 façons d'ailleurs. Se servir de l'expérience patient pour construire des actions de DPC, premièrement. Deuxièmement, faire intervenir potentiellement des patients pendant les actions de DPC, donc le patient formateur, voire, et ça se voit notamment au Canada et aux États-Unis, là aussi, intégrer des patients dans la gouvernance des ODPC, c'est-à-dire qu'ils puissent, y compris, définir les lignes conductrices d'un ODPC et mesurer l'impact des actions. Donc ça, premier axe, on va favoriser ce type de travaux et à partir de septembre, on met en place un groupe de travail à l'agence pour porter. Voilà. Donc tout ça, c'est important parce que c'est aussi un message que je vous donne aujourd'hui. Tenter de développer ce type de choses. Les universités ont développé, l'université du patient, hein, par exemple. Voilà, il faut aussi que ça ait une trace dans l'offre de DPC que vous pouvez proposer. Deuxième axe, les démarches interprofessionnelles. Aujourd'hui, à 75%, l'offre de DPC, hormis être présentielle, elle est monoprofessionnelle. Les médecins se forment ensemble, les infirmiers ensemble, les kinés ensemble. Et globalement, on souhaite faire émerger une offre de DPC interprofessionnelle, non pas pour le plaisir de l'interprofessionnalité, mais pour soutenir les organisations de parcours de soins et les prises en charge coordonnées sur les territoires. Et donc, pour prendre en charge ensemble, il est aussi intéressant de se former ensemble, d'évaluer ces pratiques ensemble et de gérer des risques de façon coordonnée. Donc c'est également un axe important. Sachant que l'interprofessionnalité, peut-être vous en reparlerez, il y a une association européenne qui s'appelle l'AIPEN qui propose de soutenir le DPC interprofessionnel qu'on a rencontré. L'interprofessionnalité, c'est une compétence qui va au-delà de la somme des compétences de chacune des professions. Ça crée une compétence complémentaire et c'est précisément ça qu'on cherche à construire autour du DPC interprofessionnel. Troisième axe, Christiane en a un peu parlé, la valorisation de programmes innovants. Alors, il y a un groupe qui va au sein de l'agence définir ce qu'on entend par programme innovant. Mais globalement, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, voilà, simulation numérique. On commence à voir, par exemple, des consultations simulées numériques extrêmement bien faites. C'est-à-dire qu'on voit un patient, on doit trouver son diagnostic, il revient, on le suit sur plusieurs mois. Voilà, ça, c'est des choses, par exemple, qui se développent et qui sont extrêmement intéressantes dans les évolutions pédagogiques. Mais c'est aussi
peut-être en innovation, toutes ces actions qui vont soutenir des parcours dans les territoires de plus en plus. Par exemple, la territorialisation de l'offre est un enjeu. L'idée du DPC, c'est pas que tout le monde vienne à Paris ou à Bordeaux ou à Rennes se former dans une salle, c'est que des équipes se retrouvent pour travailler, se former, évaluer leurs pratiques ensemble sur les territoires. Et ça, c'est un point évidemment essentiel autour de l'innovation. Bon, l'accompagnement par le DPC des innovations de santé, bien sûr. À ce titre, l'arrêté orientation prioritaire va tomber en décembre de cette année, puisqu'il date de décembre 2015. L'enjeu sera évidemment dans le futur arrêté, mais je vous le dis pour que vous commenciez à réfléchir aux actions que vous allez poser, de porter les grands axes d'innovation en santé et notamment tout ce qui se structure autour de la stratégie nationale de santé portée par la ministre. Enfin, je finirai sur... alors c'est notre projet avec Patrick Didier, donc il faut qu'on le promeuve, qui est la promotion de stratégies de DPC différenciées. Alors qu'est-ce que ça veut dire DPC différencié? C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup là aussi à l'international, puisqu'on a commencé à faire un peu de benchmark à ce titre. Il ne faut pas rester uniquement dans des problématiques franco-françaises en termes de DPC. Certains sont bien en avance sur nous, hein, notamment les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, l'offre de DPC en France, elle est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Ça veut dire qu'une même offre concerne le professionnel de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'il démarre sa carrière, qu'il la termine, qu'il la reprenne, c'est la même offre pour tout le monde. Ce qu'on voit se développer dans d'autres pays, c'est du DPC différencié et qui notamment accompagne les transitions. 3 types de transitions. Alors, je vais commencer par la fin, en fait, mais c'est la fin de carrière. Donc là, je suis navrée, les données de la littérature montrent que ce n'est pas parce qu'on a exercé depuis longtemps qu'on a les meilleurs résultats de santé. Voilà. Il y a un moment où il y a un gap de compétences et où les dernières années d'exercice s'accompagnent par des choses ciblées. On vous donnera ces données de littérature, on les a produites, il y en a eu beaucoup. L'expérience, ce n'est pas forcément la compétence, même si ça y participe évidemment, ça se soutient. Deuxième type de transition, c'est les reprises d'activité. En clair, j'ai arrêté ma carrière de soignant pendant 5, 6, 10 ans. Qu'est-ce que je fais pour reprendre? Aujourd'hui, je mets ma plaque et je me fais embaucher. Je ne parle pas d'ailleurs que des médecins, je parle toutes professions confondues. Je reviens et je me fais embaucher par un hôpital où je peux m'installer en libéral. Il n'y a pas, même si ça s'organise, je regarde notamment les collègues de l'ordre, ce n'est pas pour toutes les professions. Donc ça fait partie d'un des sujets qu'il faudra discuter. Autre transition, c'est, qui n'est pas vraiment une transition, c'est l'exercice mixte, libéral hospitalier par exemple. Vous savez que c'est une forte appétence, notamment des jeunes générations. C'est aussi un engagement de la ministre de la Santé, favoriser l'exercice mixte. Et pour le coup, du DPC qui soutiennent l'exercice mixte, c'est important, puisque si on a la même spécialité, la même profession, c'est sans doute pas le même métier qu'on exerce à l'hôpital et en ville. Et passer de l'un à l'autre, en plus, demande un certain nombre d'exigences et d'organisation. C'est extrêmement important. Et enfin, ils sont là, on les a vus, les représentants de la future génération médicale. Et c'est par ça qu'on va commencer, le DPC de début de carrière. Ça, c'est extrêmement intéressant quand on va à l'international. Les États-Unis, le Japon, Singapour, les Pays-Bas, l'Écosse organisent ce qu'on appelle du DPC de début de carrière. Alors, il faut définir c'est quoi le début de carrière, selon les métiers. Mais l'idée est de dire qu'en fait, le début de carrière nécessite
des actions de DPC qui sont différentes de celui qui travaille depuis 15 ans. Et notamment, il y a 2 types de choses qu'on voit à l'international. De l'acte technique, pour continuer à travailler la compétence technique, et puis ce qu'ils appellent dans les pays anglo-saxons les soft skills, relation avec le patient, gestion des priorités, travail en équipe, tout ce qui est effectivement des choses qu'en formation initiale. Évidemment, on travaille, mais pas totalement. Et derrière cet enjeu, il y a, et c'est pour ça que je suis ravie de le porter avec Patrick Didier, l'idée d'organiser le continuum entre la formation initiale et la formation continue. Et comment, effectivement, la compétence continue à se construire via le DPC, là où on a l'impression, voilà, elle est construite en formation initiale, puis voilà. C'est vraiment organiser quelque chose qui pense un continuum, et on commencera avec Patrick Didier dans toutes ces transitions que je vous ai décrites, sur ces transitions de DPC, début de carrière. Et puis, évidemment, évaluer l'impact, je passe vite. Tous ces axes, on va les travailler. L'objectif est de les valoriser. Et donc, n'hésitez pas, puisque vous êtes les représentants aussi d'organismes de DPC universitaires, à commencer à les penser. On souhaite, dans les prochaines années, avoir une offre de DPC qui parvienne à répondre à ces enjeux. Et donc, non seulement je vous remercie de votre attention, mais on vous remercie aussi de votre réflexion autour de ces axes, puisque ceux qui allaient porter, évidemment, des actions dans ce sens, c'est vous. Merci.